Dans cette capsule vidéo, on va essayer de voir ensemble comment calculer une vitesse. Vous connaissez déjà certainement la formule suivante, la vitesse est égale à distance parcourue divisée par le temps. Ainsi, si je souhaite parcourir les 750 km qui séparent Paris de Marseille à pied, il me faudra 156 heures. Ainsi, si je divise les 750 km par les 156 heures, donc la distance parcourue divisée par le temps, je trouverai 4,8 km par heure. La vitesse déterminée ainsi reflète que la vitesse moyenne de mon avancement. Effectivement, au cours de mon périple, je n'ai pas pu marcher constamment à 4,8 km par heure. Certaines fois, j'ai dû marcher un petit peu plus vite, d'autres fois, un petit peu moins vite. En utilisant ainsi cette formule, je masque la réalité des vitesses à laquelle je me suis déplacé, qui elles vont varier. Pour illustrer la notion de vitesse instantanée, je vous propose de suivre le mouvement d'une balle, la balle rouge ici, qui est projetée par le lanceur en bas en vert. La balle avance en même temps que le lanceur qui se déplace de la gauche vers la droite. La balle, elle, monte et redescend sous l'effet de la gravité. Pour pouvoir étudier complètement mon mouvement, on avait vu précédemment qu'il me fallait un repère. Donc j'ai noté un repère avec un axe X horizontal allant de gauche à droite et un axe Y vertical descendant. Je vais nommer le centre de mon repère O et je vais localiser un point sur la balle. Rappelez-vous, il fallait un point pour déterminer une vitesse. En réalisant une acquisition vidéo du mouvement de la balle, une acquisition à raison de 20 images par seconde, je pourrais, en suivant le point A de la balle par rapport au repère O, déterminer la vitesse. L'acquisition me donnera par exemple la composante du vecteur OA selon l'axe des X et la composante du vecteur OA sur l'axe des Y, les coordonnées selon X et Y du point A. Je note ainsi position après position et renseigne tout par exemple sur un classeur Excel. En prenant deux positions successives, je peux noter la variation de coordonnées sur l'axe des X, c'est la distance parcourue, et je peux aussi noter la variation de temps, c'est le temps qui s'est écoulé pour le mouvement. Je peux ensuite appliquer ma formule globale de la vitesse, distance divisée par le temps, et ainsi déterminer la vitesse moyenne qui va se passer durant cet intervalle entre deux positions. L'unité est le mètre par seconde car la distance s'exprime en mètres et le temps en secondes. On peut alors, position après position, déterminer à chaque fois, dans l'intervalle entre deux positions, la vitesse moyenne, et sur l'axe des X, et sur l'axe des Y. La vitesse sur l'axe des X est horizontale, la vitesse sur l'axe des Y est verticale. La vitesse du point A qui appartient à la balle par rapport au sol est donc la somme vectorielle de la vitesse selon X et de la vitesse selon Y. Pour faire cette somme, il suffit de mettre les vecteurs bout à bout. Ainsi, j'ai la vitesse moyenne pour des intervalles de temps. Si je réduis l'intervalle de temps et que j'essaie d'avoir un intervalle entre deux positions qui tend vers 0, ça veut donc dire que je vais diviser la distance parcourue pour un temps infiniment faible. C'est la définition de la dérivée. Ce que l'on peut faire alors, c'est tracer la courbe de la position en fonction du temps et trouver quelle fonction mathématique l'approche le mieux. Comme on a vu précédemment que dans le cadre où on prenait un intervalle de temps entre deux positions infiniment petits, exprimer la vitesse revenait à exprimer la dérivée de la position, et bien maintenant que j'ai exprimé la fonction mathématique qui représente la position en fonction du temps, je n'ai qu'à dériver cette fonction-là pour trouver la vitesse. J'effectue la dérivée de la position en fonction du temps, c'est comme quand on fait une dérivée classique en fonction de x, simplement à la place de x on a dt. Et je trouve la vitesse en fonction du temps. On serait tenté de croire que cette deuxième solution est inutilement compliquée. En effet, pourquoi procéder à une dérivée et chercher la fonction mathématique qui représente la position, alors que tout à l'heure, juste en regardant la distance parcourue divisée par le temps, on arrivait à obtenir différentes vitesses. C'est que tout à l'heure, on avait trouvé des vitesses qui étaient valables au cours d'un intervalle de temps. Donc si je mettais les intervalles de temps les uns derrière les autres, et que j'exprime la courbe de la vitesse, j'aurai la courbe rouge, une courbe en escalier qui me donne les vitesses à chaque fois constantes sur les intervalles de temps. La courbe bleue, elle, est obtenue avec la deuxième technique, celle de la dérivation. D'ailleurs, avec la technique de la vitesse moyenne, si on réduit l'intervalle de temps, on va se rendre compte que notre courbe en escalier va s'approcher petit à petit de la courbe de la dérivation bleue.
En opérant une seconde dérégulation, cette fois sur la fonction de la vitesse, on obtient l'accélération. Dans le cas d'exemple, on retrouve l'accélération de gravité sur l'axe Y. En synthèse, on a vu que la vitesse d'un objet pouvait être déterminée en regardant le déplacement sur différents axes d'un repère. Dans notre cas, c'était l'axe X et l'axe Y. On a vu aussi que pour déterminer une vitesse, on pouvait passer par la dérivation de l'expression de la position en fonction du temps. Toute la difficulté maintenant va être de déterminer cette expression de la position en fonction du temps. Et ce sera le sujet d'un autre cours.